Si je vous parle de femmes noires de pouvoir, à qui pensez-vous? Peut-être à Michelle Obama, Chimamanda Ngozi, Maya Angelou, la présidente de l'Éthiopie, Beyoncé, Oprah Winfrey, bref, la liste est bien sûr non exhaustive. Mais saviez-vous que l'histoire a aussi eu son lot de femmes noires de pouvoir? Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de ces femmes noires de pouvoir et reines d'Afrique. C'est une belle façon pour moi d'enfin entamer le Black History Month. Et je ne parle pas des grandes militantes de l'époque contemporaine comme Angela Davis ou Rosa Parks. Ne vous en faites pas, une vidéo arrive sur les grandes militantes de l'histoire. Je parle de femmes qui incarnent le pouvoir. Parce que pour moi, le militantisme, on se situe plutôt dans du contre-pouvoir. Je fais ces vidéos car je pense que les femmes sont les grandes perdantes de l'histoire selon moi. On n'en parle pas suffisamment. Et quand il s'agit des femmes noires, c'est encore pire. Alors peut-être que c'est un problème de source, mais dans tous les cas, j'ai choisi d'utiliser ma plateforme pour mettre en lumière ces profils, ces biographies de femmes noires qui ont marqué l'histoire. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! La vidéo, je voulais faire une toute petite annonce. Je viens de me créer une nouvelle page Instagram concernant l'histoire, concernant l'art et les femmes noires dans l'histoire. La page s'appelle Black Women in Art. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas si vous voulez parler un peu plus d'histoire avec moi. Partons maintenant à l'origine du peuple baoulé pour y découvrir le portrait de la fondatrice du peuple baoulé dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ablapoukou est la nièce du roi Ossetoutou. Ce dernier est le fondateur de la Confédération Ashanti au Ghana. Ce n'est pas n'importe qui. Ablapoukou est elle-même mère et elle a eu des difficultés à concevoir. D'ailleurs, c'est son plus grand rêve d'être mère. Elle a dû donner de nombreuses offrandes aux dieux afin que ces derniers puissent enfin répondre à ses prières. Ils finissent par lui accorder un fils. Il faut bien retenir cet élément pour comprendre la suite de l'histoire. À la mort d'Ossetoutou, c'est son neveu qui lui succède et malheureusement ce dernier meurt aussi à son tour. Et à sa mort, une guerre de succession éclate dans le royaume. Cette guerre prend place plus précisément dans la capitale du royaume qui est Koumassi. Il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a d'une part l'oncle de la famille du défunt nommé Itsa et il y a d'autre part le frère d'Ablapoukou nommé Dakon. Alors il faut comprendre que les peuples Ashanti sont soumis à la matrilinéarité. Cela signifie que le système de filiation relève du lignage de la mère. C'est un système assez complexe que je n'aurai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo. Je vous mettrai des lectures en barre d'informations si vous voulez approfondir ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Ablapoukou, elle est en danger. Il faut qu'elle fuit parce que son frère a été assassiné et l'oncle de la famille du défunt a donc pris le pouvoir. Ablapoukou est en danger, elle doit donc quitter le royaume, elle doit fuir et elle réussit à convaincre une partie de son entourage, c'est-à-dire sa famille proche, ses serviteurs, ses soldats et tout le peuple qui se reconnaît en son frère de quitter le royaume. Ablapoukou et son entourage sont donc en fuite et il ne faut pas croire qu'ils s'en vont nonchalants, non. Il y a les troupes d'Itsa, l'oncle de la famille du défunt, qui sont à leur trousse pour les tuer. C'est durant la saison des pluies que se déroulent ces événements et Ablapoukou doit franchir l'immense fleuve du Comoé pour quitter l'actuel Ghana pour se rendre dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Mais à ce moment-là, quand ils arrivent devant le fleuve du Comoé, ils se rendent compte que le fleuve est en crue à cause des fortes pluies qu'il y avait eu. Les troupes d'Itsa sont d'ailleurs à quelques kilomètres d'eux. Tout le peuple qui a rejoint Ablapoukou compte sur elle pour survivre, car d'ailleurs, il se retrouve dans cette situation un peu par sa faute, de par son sang. Il est de sa responsabilité de les maintenir en vie, car ils l'ont fait confiance et ils ont accepté de la suivre.
Devant cette impasse que représente le fleuve du Comoé, il faut donc consulter les dieux. Seuls les dieux pourront dire le chemin qu'il faut emprunter pour traverser le fleuve. Le peuple s'assemble autour d'Ablapuku pour consulter les dieux. Le prêtre devin qui se tenait aux côtés d'Ablapuku prend la parole. Il n'y a pas de doute, les dieux, pour calmer les eaux du fleuve, réclament au peuple ce qu'ils ont de plus cher. Alors les femmes commencent à se dépouiller, commencent à vouloir donner leurs bijoux d'or, leurs bijoux d'ivoire. Les hommes aussi rassemblent leur plus beau bétail afin de faire une offrande aux dieux. Mais alors qu'ils sont en train de se dépouiller et les hommes sont en train d'aller chercher leur bétail, ils sont très vite interrompus par le prêtre devin qui leur dit que les dieux exigent non pas des bijoux, mais la vie de leur fils comme offrande afin d'exaucer leurs prières. Alors c'est une nouvelle effroyable pour le peuple. Autant vous dire que personne ne veut donner son fils en sacrifice. Tous les regards se tournent alors vers Ablapuku, tous se demandent que faire. Abla elle-même, elle est dans la tourmente. Elle se rend compte que la vie unique de son fils suffirait comme offrande aux dieux pour que le peuple n'ait pas à sacrifier leur propre fils. De par son sang, elle a la responsabilité de veiller sur la vie de son peuple. Elle est responsable de leur destinée. Mais sacrifier son seul et unique fils, le seul qu'elle ait pu concevoir, c'est un choix cornélien, le bien commun, la destinée, la survie de son peuple ou son propre et unique enfant. Mais pour cette reine, la décision est prise. Il faut agir en souverain et faire passer le bien commun avant tout. Si seulement nos dirigeants pouvaient comprendre ça. Elle regarde son enfant et lui dit « Kwaku, mon seul et unique enfant, pardonne-moi. J'ai compris qu'il faut que je te sacrifie pour la survie de notre tribu. Plus qu'une femme ou une mère, une reine est avant tout une reine. » C'est alors qu'elle soulève l'enfant au-dessus d'elle, après l'avoir regardé une dernière fois et serré une dernière fois contre elle, et elle le précipite dans les eaux du Comoé. Et son sacrifice a su satisfaire les génies du fleuve. Les eaux du fleuve se retirent pour arriver à hauteur de genoux, et par conséquent, le peuple a pu traverser sans encombre et sans danger le fleuve et échapper aux hommes d'Itsa qui étaient à leur trousse. Juste après avoir traversé le fleuve, la reine se rend compte de l'acte qu'elle vient de commettre. Et dans un murmure, elle dit « Baouli », ce qui signifie « l'enfant est mort ». Pour honorer le sacrifice de cette grande reine, Baouli est devenu Baoulé, le nom du peuple. Une fois arrivé sur le territoire de l'actuelle Côte d'Ivoire, le peuple, en hommage au sacrifice qu'a fait cette grande reine pour leur vie, pour la vie de leur fils, décide de procéder aux funérailles de l'enfant. Et on a nommé le lieu où se sont déroulées les funérailles Sasuku, ce qui signifie lieu des funérailles. Aujourd'hui, le mythe de cette reine de courage, de cette reine avant tout, est encore célébré en Côte d'Ivoire. On va continuer avec le portrait d'une femme de poigne. Une femme reconnue pour ses compétences politiques et diplomatiques. Une femme dont la brillance tactique et militaire peut en surprendre plus d'un. Partons sans plus tarder en Angola pour parler d'Anna Zinga. C'est définitivement une reine héroïne, une reine combattante qui nous montre ce que c'est l'autodétermination d'un peuple. Anna Zinga est la reine du Ndongo et du Matamba dans l'actuel Angola. On dit d'elle qu'elle naît avec son cordon ombilical autour du cou, ce qui lui vaut le nom de Zinga. Dès la naissance, Anna Zinga s'accroche à la vie. Anna Zinga est la fille du roi Kilionji et de la reine Kagela. Elle a des frères et sœurs, mais on va surtout retenir le nom de son frère Mbandi. Elle domine l'histoire de l'Angola pendant une trentaine d'années sans jamais capituler face aux Portugais et leurs ambitions sur son royaume. Elle est initiée très tôt aux prérogatives royales car son père lui permet de l'observer gouverner le royaume et très tôt il va aussi lui permettre de venir l'observer sur le champ de bataille. Le Portugal est le premier royaume européen à s'être lancé dans cette redécouverte du monde.
et ils commencent avec l'Afrique avec leur projet de circumnavigae ou circumnavigation. Ça consiste à faire le tour du continent africain pour se rendre en Asie qui est alors le champ le plus actif du commerce mondial. Ils arrivent sur les côtes de l'Afrique et commencent à fonder, à construire des forts de commerce. Et ils partent même à la conquête de territoires. Et lorsqu'ils arrivent dans l'actuel Angola, le royaume du Matamba et du Ndongo n'échappe pas aux Portugais. Les caravelles de Diego Cao ont repéré très tôt, c'est-à-dire dès 1484, cette partie de l'Afrique. Et lorsque les Portugais arrivent sur ce territoire, ils sont surpris parce qu'ils voient ce qui, selon eux, est un Eldorado avec 8 provinces, des cours d'eau, des sols fertiles, une agriculture vivrière et un élevage de bovins. La population est industrieuse car il y a de nombreuses activités comme le tissage d'étoffes, le travail de l'ivoire et des peaux, la fabrication d'ustensiles de cuivre, l'extraction minière et le commerce transfrontalier. Mais ce qui attire le plus l'attention des Européens, ce sont les diamants qui sont tirés du fleuve Kwanza. Ils décident donc, devant autant de richesses, de prendre possession de ce territoire au nom du roi du Portugal. Ils décident d'en faire un espace d'approvisionnement en esclaves pour mettre en valeur leur colonie qui est le Brésil, mais aussi ils veulent profiter des richesses que l'on trouve sur place. En 1575, la couronne du Portugal accorde à Paulo Dias de Novais, j'ai essayé, une charte qui lui permet de conquérir des territoires à 200 km au sud du Kwanza en rentrant dans les terres. Et il se trouve que cette contrée fait partie intégrante du royaume du Matamba Ndongo. Le souverain de l'époque se rend compte des ambitions des Portugais sur son territoire et décide de lancer des soldats à l'encontre de ces explorateurs portugais. La guerre est donc déclenchée entre le Matamba Ndongo, donc le royaume de Nzinga, et le Portugal. Malheureusement, le royaume va se désagréger parce que les Angolais vont perdre des batailles. Une partie du Ndongo va être amputée au Matamba et donc ils vont perdre une partie du royaume. Cela permet aux Portugais de s'installer à Luanda. La guerre continue et il ne reste plus qu'une province sous la souveraineté des Angolais. Le reste a été grignoté, a été pris par les Portugais. Malgré la politique d'harcèlement des Portugais, le Matamba se veut être un symbole de résistance. D'ailleurs, ces terres sont dans la famille de Nzinga depuis des générations. En 1617, lorsque le père de Nzinga meurt, le roi meurt, c'est son frère qui prend le pouvoir. Au départ, il n'était pas le successeur désigné par le défunt. Il semblerait qu'il ait assassiné le successeur du défunt et se soit accaparé le pouvoir. Comme il devient le roi du Matamba, il doit reprendre la lutte contre les Portugais. On dit de lui qu'il est moins charismatique que son père et moins intelligent que sa sœur. Ana Nzinga, de son côté, est une femme instruite. Elle est bilingue car elle parle sa langue maternelle mais aussi le portugais, ce qui est un atout de taille pour négocier avec ses adversaires. Ainsi, en 1622, elle est envoyée par son frère à une conférence pour la paix qui se tient à Luanda. Elle doit négocier avec le gouverneur sur place pour repousser les Portugais qui ont prévu de faire construire un fort à Ambaka. Lorsqu'elle arrive sur place, elle est bien accueillie. Elle se rend compte de la vie de son peuple qui a été arraché au Ndongo Matamba, à son royaume. Elle se rend compte aussi de la façon de vivre des Européens, de tous les changements qui se sont opérés dans la ville. Elle va y rester quelques semaines et le jour en fait des négociations, le gouverneur reçoit Ana Nzinga. Avant d'entamer les négociations, le gouverneur lui propose de s'asseoir sur une petite nappe posée au sol. Mais attention, Ana Nzinga est de sang royal et dans son royaume, s'asseoir sur une petite nappe au sol convient aux subordonnés, pas à une personne de l'aristocratie, à une princesse. Ana Nzinga comprend qu'on va pas lui proposer un meilleur siège. Elle était accompagnée de serviteurs. Elle ordonne donc à une servante de se mettre à quatre pattes afin de lui servir deux sièges. C'est d'ailleurs un épisode très connu de la vie d'Ana Nzinga. Cela nous montre déjà la ténacité, la force de caractère d'Ana Nzinga qui ne se laisse pas faire et qui veut négocier sur un pied d'égalité avec son interlocuteur. Le gouverneur en face d'elle est étonné, mais Ana Nzinga est installée bien confortablement. Les négociations peuvent commencer. Lors de cet entretien, Ana Nzinga ne se démonte pas et défend avec ténacité les intérêts de son royaume.
Le gouverneur finit par lui accorder tout ce qu'elle désire et signe un traité de paix. C'est durant le séjour à Luanda qu'Anna se serait convertie aussi au christianisme. Pour certains, ce serait une simple conversion au christianisme, mais pour d'autres historiens, ce serait plutôt une stratégie qui lui permettrait de faciliter les échanges et les négociations entre le Portugal et le Matamba. Et c'est aussi à ce moment-là qu'elle prend le nom de Dona Sousa. Toutefois, le Portugal ne respecte pas ses engagements. Face à cet échec, il semblerait que le frère d'Anna Singa se serait suicidé. Pour certains, ce serait Anna elle-même qui aurait fait assassiner son frère afin d'accéder au pouvoir. Mais malheureusement pour Singa, elle ne peut pas accéder directement au trône car elle doit assurer la régence de son neveu. Car oui, son frère avait un fils et c'est son fils qui est monté sur le trône. Comme le fils était trop jeune pour régner, Singa doit assurer la régence. Mais cela ne la convient pas non plus et le neveu de Singa meurt aussi mystérieusement. À partir de 1626, Anna Singa prend le titre de reine, mais le Portugal refuse de reconnaître sa souveraineté. Les affrontements entre le Portugal et le royaume du Matamba ne cessent pas et Anna Singa participe au combat. Elle mène ses armées à la bataille. On dit qu'elle échappe plusieurs fois à la mort sur le champ de bataille et qu'elle manque plusieurs fois de se faire capturer. Mais elle réussit toujours à s'en sortir héroïquement. Elle réalise des prouesses sur le champ de bataille car il faut rappeler que les Portugais n'arrivent pas en terre conquise. Ils doivent faire face à la résistance des peuples locaux. Les Portugais et les Hollandais entrent aussi en guerre et cette guerre aussi a lieu dans les territoires qu'ils convoitent un peu partout dans le monde. Les Pays-Bas s'emparent de la ville du Luanda avec l'aide du royaume du Congo. Anna Singa voit l'occasion de s'allier avec les Hollandais contre son ennemi de toujours, le Portugal. Donc on voit que Anna Singa est bien consciente des stratégies politiques, des alliances qu'il est possible de faire pour résister à une guerre. Elle fait alliance avec les Hollandais, mais elle espère toujours, on va pas se mentir, récupérer ces territoires qui sont depuis de nombreuses générations dans sa famille. Malheureusement pour elle, les Hollandais sont chassés de Luanda au profit des Portugais, car les Portugais n'ont jamais abandonné leur désir de revenir sur l'actuel Angola. Et les affrontements entre le Portugal et le royaume du Matamba reprennent de plus belle. Anna connaît de grandes victoires, mais aussi de lourdes défaites. Elle va même aller jusqu'à déplacer sa capitale pour faciliter les attaques menées contre les Portugais. En 1646, elle connaît une lourde défaite dans la ville de Calamba qui était la capitale et sa sœur qui était partie dans cette ville-là recueillir des informations se fait capturer. Car oui, Anna Singa avait mis en place un système d'espionnage et le fait de s'être rendu plusieurs semaines, on dit selon certaines sources plusieurs mois dans la ville de Luanda lui a permis de se rendre compte des techniques qui sont employées par ses ennemis pour mieux les combattre. Selon certaines sources, sa sœur se serait échappée et elle aurait rejoint l'actuel Namibie. Et en 1647, Anna Singa reçoit des renforts de la part de ses alliés, les Hollandais, qui lui permettent de gagner une victoire sur les Portugais dans leur ville principale, le Massangano. Anna Singa ne baisse pas les bras et elle continue de se battre pour la souveraineté de son royaume. 10 ans plus tard, en 1657, Anna Singa signe un traité de paix avec les Portugais qui lui permet de se remettre de ces longues années d'affrontements. D'ailleurs, c'est dans l'avantage des deux parties de signer ce traité de paix. Après s'être battue pour la souveraineté de son royaume et pour le bien-être de son peuple, Anna Singa meurt en 1663, entre 80 et 82 ans. Dans son royaume, elle échappe à de nombreux coups d'état et il faut retenir le portrait d'une femme qui ne se laisse pas faire, une femme de poigne, une femme qui incarne le pouvoir, une femme qui s'y connaît militairement, diplomatiquement, politiquement, une femme de pouvoir. Passons maintenant au portrait de notre dernière femme de pouvoir et peut-être que vous connaissez l'expression se prendre pour la reine de Saba. C'est une expression qui est employée généralement pour parler d'une personne fière. Ce qu'il faut savoir sur la reine de Saba, c'est qu'elle est mentionnée dans plusieurs traditions. Il y a tout d'abord la tradition juive qui mentionne la reine de Saba
par son titre, reine de Saba. Le Nouveau Testament la mentionne sous le nom de reine de Midi, mais ne mentionne toujours pas son prénom. Mais la tradition musulmane va non seulement la mentionner, mais aussi lui donner un nom, celui de Balkis. Enfin, la tradition éthiopienne la mentionne dans le Kebra Nagast, un récit rédigé en Ge'ez. Le Ge'ez, c'est une langue éthiopienne qui raconte les légendes populaires éthiopiennes. Et elle apparaît sous le nom de Makeda. Ce serait elle qui aurait introduit le christianisme en Éthiopie. C'est un personnage très important pour l'église éthiopienne. Makeda règne sur le royaume de Saba. C'est un royaume qui s'étendrait sur l'Éthiopie, l'Érythrée et le Yémen. Makeda est une grande reine qui est connue pour sa sagesse, mais aussi pour sa beauté. On dit d'elle qu'elle est d'une extrême beauté. Makeda règne sur un royaume prospère et on peut s'en rendre compte avec sa cour et tout le luxe qui l'entoure. C'est un personnage qui passionne car il y a de nombreuses représentations d'elle dans la sculpture, dans la peinture. C'est un personnage qui fascine et un mythe s'est créé autour de cette belle reine influente. D'ailleurs, de nombreuses représentations la montrent comme étant une femme blanche, mais la reine de Saba, elle est bien noire. Il y a de nombreuses références bibliques qui permettent de montrer que la reine de Saba était bien une femme noire. Et la plus connue d'entre elles est une citation qu'aurait dit la reine de Saba: « Je suis noire et belle, fille de Jérusalem ». On l'a dit, il y a plusieurs traditions qui parlent d'elle. Il y a le récit hébraïque, le récit qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a aussi le récit issu de la tradition musulmane et celui du récit éthiopien. Malheureusement, par manque de temps, je ne pourrais pas vous faire la biographie selon les 4 récits. Je vais faire un condensé de tous ces récits-là pour vous parler de la vie de la reine de Saba. Ce qu'il faut savoir, c'est que Makeda est une contemporaine du roi Salomon. Salomon est un roi dont la réputation a dépassé les frontières de son royaume grâce à sa grande sagesse. Et la renommée de Salomon parvient jusqu'au royaume de Makeda. Elle entend parler d'un roi dont on dit beaucoup de bien, dont on parle de sa grande sagesse, et elle désire rencontrer ce roi afin de parler avec lui. La reine de Saba est intriguée devant autant d'éloges qui sont faits du roi Salomon. Elle se dirige donc vers Jérusalem où le roi Salomon règne afin de le rencontrer. Son but est de vérifier si toutes les légendes, toutes les rumeurs qui tournent autour de ce roi qui serait extrêmement sage sont vraies. La reine de Saba arrive à Jérusalem et elle rencontre le grand roi Salomon. Elle ramène avec elle de nombreux présents, de l'or, de l'encens, des pierres précieuses et beaucoup d'épices. Et on dit qu'à Jérusalem, jamais il n'y avait eu autant d'épices. À son arrivée, elle est reçue par le roi Salomon qui organise un festin pour sa convive. Makeda a pu vérifier les rumeurs, Salomon est bien un roi extrêmement sage. Les deux discutent, ils échangent des énigmes, elle visite le temple de Jérusalem. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le roi Salomon et Makeda n'ont pas fait qu'échanger des devinettes, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont eu une relation et un enfant est né de cette relation. Selon certaines sources, Salomon se serait même marié avec la reine de Saba. Néanmoins, Makeda n'est pas appréciée par la cour de Salomon, qu'on accuse d'être une divinatrice et d'adorer d'autres dieux. Et on l'a dit, un enfant est né de cette union, la reine de Saba est retournée dans son royaume et cet enfant se prénomme Ménélik. Il est le fondateur de la dynastie des Salomonides et il est le premier roi d'Éthiopie.